Bonjour monsieur le vidéaste. Je suis vos travaux depuis un certain temps maintenant et je me permets d'intervenir car votre façon de procéder n'est, à mon avis, pas très pertinente. Je joins à cette lettre le prochain film que vous devriez aborder dans votre émission, avec peut-être un peu plus de maturité et de recul. Réfléchissez, vous pourriez peut-être y gagner à modifier votre façon de faire. Les temps changent, les mentalités évoluent, vous devriez vous mettre à la page. Je vous laisse une chance pacifique de le faire par vous-même. Ne me décevez pas. Alors, qu'est-ce que ça dit ? En gros, que je devrais parler de ce film, et surtout que je devrais changer ma façon de faire. Oh, tu comptes le faire ? Parler du film, oui, mais après, changer ma façon de faire, j'en sais rien, j'ai pas d'idée particulière pour faire ça. Tu peux faire un feat. Tu connais quelqu'un ? C'est quoi le film ? Oh oui, je suis grave chaud. Salut les petits visionneurs, on est en pleine période d'Halloween. Du coup, Tim Burton est un réalisateur qui correspond parfaitement à l'ambiance, et aujourd'hui on va parler de Batman de 1989. Et si j'ai dit on et non pas je, c'est parce qu'aujourd'hui je suis accompagné par un expert en la matière, un professionnel de l'univers de Batman, Alors c'est-à-dire que... un crack absolu qui va pouvoir nous révéler tous les petits secrets cachés. Bah moi je l'ai vu que 2 fois en fait. J'ai nommé Anthony le Gremlins, aka le Grand Vizir, ou bien Anthony pour les intimes. Je suis une fraude. Allez, on attaque tout de suite la scène d'introduction qui nous dévoile un Gotham City sombre et crado où la famille Bolos tente de rentrer chez elle. Allez, excusez-moi. Non, non, monsieur, c'est celui-là que je prends. Désolé. Non, mais enfin, je l'ai vu le premier. Et où les prostituées sont attirées par les jeunes enfants. C'est mignon ça. Mais enfin voyons madame, un peu de tenue, s'il vous plaît. On ne sait même pas si notre fils est en âge d'avoir une érection. Du coup, les avenues n'étant pas fréquentables, la famille Bolos décide de prendre la ruelle adjacente. Les rues ne sont pas sûres par ici. Venez, prenons cette ruelle encore plus sombre et délabrée, remplie d'ordures et de fumée. Je suis certain qu'on va trouver notre chemin. Je suis vraiment stupéfait que les choses aient tourné comme ça. Il n'y avait vraiment rien qui le laissait prévoir. Hé, madame, tu veux faire plaisir à ton môme? Tu ne hurles pas. N'empêche, c'est super la classe de se faire agresser par Indiana Jones quand même. Alors c'est pas Harrison Ford qui se joue ce voyou, mais en effet, c'est bien la voix française de Richard Darbois, un comédien de doublage légendaire. Au-delà de celle de Harrison Ford, c'est lui qui avait fait le doublage VF de Danny Glover ou encore Richard Gere. Il y en a encore bien d'autres, mais je vais pas te faire la liste complète parce que sinon on va y passer la soirée. En revanche, j'ai une anecdote rigolote qui en est totalement une en fait. Il faut savoir qu'il a d'abord commencé sa carrière d'acteur pour des films érotiques, avant de par la suite s'orienter vers du doublage. Quel sacré coquin ce Richard Darbois. Du haut d'un bâtiment, un Batman en CGI tout pété observait la scène et va punir les vilains garçons en les surprenant. Salut mes petits vilains. Je suis Batman. Tiens, c'est marrant, moi je voyais ça plutôt comme ça. Salut les gars, vous êtes prêts? Alors on y va. Et 1, et 2, 3, et 4. Attends. Pourquoi c'est moi aussi qui fais Batman dans ta vision de la scène? Ah bah c'est toi le héros, hein. Faut en assumer les conséquences maintenant. Batman se fait tuer, mais en fait il est pas mort. Il défonce le premier gars, attrape le deuxième à coups de batte-grappin, le voyou nage dans les graviers, pleure un coup, et Batman fait sa pub. Tu vas me rendre un service. Fais ma publicité auprès de tes amis. Ah, il perd pas le nord le Batou. On peut même dire qu'il ne perd pas le NordVPN. eBay.
Ah mais... Comment c'est possible? Ah, ça se voit que t'es nouveau, toi, hein. Moi, j'ai arrêté de me poser la question comment, et je t'assure que je dors beaucoup mieux désormais. Continuons. La scène qui suit introduit le personnage d'Harvey Dent, le jeune procureur luttant contre le crime à Gotham. Célèbre pour son rôle notamment de Lando Calrissian dans Star Wars 5, 6 et malheureusement 9, Billy Dee Williams est donc le premier acteur à incarner le rôle d'Harvey Dent. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Internet n'existant pas, le fait que l'acteur soit noir pour jouer un personnage de comics dessiné comme étant blanc et ce depuis 40 ans, ne faisait pas couler autant d'encre qu'aujourd'hui. Donc, si Idris Elba par exemple avait été célèbre à la fin des années 80, on aurait pu avoir un James Bond noir. Je m'appelle Bond. James Bond. Merci pour ces précisions, mon cher Anthony, mais tu vas faire ça à chaque fois? Bah tu vas nous faire la fiche complète de l'acteur dès que je m'arrête sur l'un d'entre eux? Eh, c'est toi qui m'as appelé pour obtenir un petit peu de nouveauté, je te rappelle. Bah non, t'agace pas, je demandais juste ça pour savoir, hein, c'est tout. C'est sympa. Dis-le tout de suite si mes anecdotes t'emmerdent. C'est pas qu'elles me plaisent pas, mais on va dire... Bon, ça suffit tous les deux. Il a raison, on l'a appelé, c'est pour collaborer. Par contre, on n'est qu'à 8 minutes de film, donc on va pas détailler sur chacun des personnages. Ça vous va? C'est ok pour moi. Bon d'accord, je me plaindrai plus, c'est bon. Nous découvrons également Jack Napier, joué par Jack Nicholson, un gangster qui se tape la femme de son patron et l'envoie d'ailleurs carrément chier alors qu'elle lui fait un compliment. Tu es parfait. Je ne t'ai rien demandé. Quel homme charmant. Tout à fait, et en parlant d'homme charmant, en voici deux autres tout aussi délectables. Un lieutenant de police, aussi gras qu'antipathique, et un fouille-merde, Ouais, un journaliste. c'est pareil, et un fouille-merde répondant au nom de Knox à la voix insupportable. Lieutenant, y aurait pas une chauve-souris de 2 mètres à Gotham City? Et si c'est vrai, est-ce qu'elle est payée par la police? Et si c'est vrai, combien elle se met dans les poches, un pot déduit? D'un côté, notre bon lieutenant est un ripou, et de l'autre, Knox est... Dis donc, si vous voulez que je pose nu, il faudra apporter un grand angle. Un sale trou du cul qui va nous rabattre les oreilles de bonnes grosses vannes de merde tout le long du film. D'habitude, ça te dérange pas plus que ça, hein, les blagues de gros beaufs. Oublie pas qu'on doit collaborer. On doit collaborer. Fin des scènes d'exposition avec les deux derniers personnages importants du film, à savoir Vicky Vale, une photographe jouée par Kim Basinger, et Grissom, le patron de Napier et baron de la pègre qui régit Gotham City. Toi, tu es mon super bras droit. C'est toujours comme ça? Vicky, accompagnée par Knox, se rendent tous les deux à une soirée organisée par Bruce Wayne, un riche excentrique qui n'hésite pas à dépenser des millions pour faire des réceptions dans son immense manoir et inviter tout le gratin de la ville en les divertissant avec alcool, nourriture et jeux de casino à volonté. C'est vraiment le bon pote à avoir en fait. Les deux fouineurs fouinent donc dans le manoir, Regardez ce truc-là. Il faut avoir de l'oseille pour avoir ce roi de l'osier. Ok Nox, c'est à peine la deuxième et tu commences déjà à me tendre. Bruce les aborde et tourne principalement son intérêt vers Vicky. C'est bien vous les photos du Corto Maltese. Vous savez que vous avez un œil stupéfiant. Il y en a même qui disent qu'elle en a 2. Ah quel joyeux luron ce Nox. Mec je te promets c'est le dernier avertissement. Pas le temps de flirter plus longtemps car Alfred vient mettre au courant Bruce que le commissaire est parti en catimini et donc notre milliardaire va aller enquêter. Il visionne le passage où Gordon est averti par l'un de ses hommes de ce qui se trame. Un tuyau anonyme. Napier fait le ménage chez Axis Chemicals. Dieu, si on lui mettait la main dessus, on aurait grillé ça. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Qui est le responsable? Écart. On est bien avancé. Allez, venez, allons-y. Ah ouais, quand même. Quoi donc? C'est qu'il a des micros et des caméras beaucoup plus performantes que nous, hein, parce que pour pouvoir entendre exactement ce qui se dit entre les deux personnes, sans aucun des bruits des gens autour. Oh putain mais c'est vrai, t'as raison. C'est vraiment du très bon matos. Non mais là, c'est les prémices de Secret Story en fait. Oh. Quoi? Oh non, 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 non. En fait, j'ai juste de la colère en moi. J'ai grave les boules après ce qu'elle a fait Catwoman. Elle a pas géré sur ce coup-là et je pense que désormais, bah, les choses ont changé. Je pense pas que ce que tu fasses soit la bonne solution. Tu sais, j'y ai bien réfléchi et... Vraiment, si tu continues sur cette voie, moi je vais pas le supporter, je vais tout casser ici. Mais tu ne comprends pas, j'aime trop ça.
Elle me fout trop le seum, putain! Napier et ses hommes se font interrompre par la police menée par le lieutenant Gradouble pendant leur petite sauterie, jusqu'à l'arrivée du commissaire Gordon. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Merde, vous venez bousiller notre couverture? Mais quelle couverture? Les mecs, vous avez déjà échangé des coups de feu avec les gangsters? C'est moi le chef ici, pas Carl Grissom. Ici le commissaire Gordon. Je veux qu'on le prenne vivant. Ah, tiens, je ne connaissais pas ce principe du mégaphone qui réduit la voix au lieu de l'augmenter. Ouais, t'as vu, c'est sympa, hein? C'est ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est le modèle silencieux. Très efficace. Jack fout le bordel dans l'usine et notre bon Batou se pointe pour aider la police. Quelques fusillades après, Napier descend le lieutenant Gradouble et tire sur Batou, mais la balle est contrée et lui transperce les joues. Il bascule par-dessus une rambarde et se rattrape de justesse. Batman lui tend la main pour l'aider et là... Bordel de Dieu, on le tenait. Batman n'a malheureusement pas réussi à remonter Jack Napier qui va tomber dans une cuve d'acide. Il y a un proverbe qui dit « La vie n'est qu'une question de POV ». Et étrangement, ça marche encore mieux quand ça implique du montage vidéo et une caméra. Mais re-regarde cette scène sous un autre angle. Et si je te disais que Batman n'a même pas essayé de sauver Jack Napier? Au ciné, je ne vous apprends rien si je vous dis que le sens dans lequel s'enchaînent les images sont cruciales. Bon, et bah ici, il y a comme un couac. Regardez attentivement l'ordre d'enchaînement des plans, et soyez ultra attentifs sur le montage. Dans la quasi-totalité du film, lorsque Batman effectue une action, l'enchaînement est assez basique. C'est soit des plans à mi-chemin entre la surprise et l'action pour dynamiser l'apparition de Batou tout en accentuant son entrée en scène, comme ici, soit c'est un enchaînement de plans succincts et uniques pour montrer dans quel ordre se déroule l'action. Par exemple, ici, les plans c'est méchant, entrée de Batou, action de ceinture, pistolet, danger, pistolet au sol désarmé, puis action de prise du méchant. Chaque plan qui est montré ne s'attarde pas du tout et tout s'enchaîne très vite pour ne montrer que l'essentiel. Ça permet de garder un rythme fort. Et l'avantage, c'est que même sans ce contexte, tu montres ça à un môme et il va comprendre et être capable d'instinct d'évaluer le niveau de danger dépendamment des plans qui lui sont présentés. Mais cette scène est la seule du film où l'on revient soutenir une action spécifique. Et le couac, il est là. C'est la seule scène où le montage est vraiment bizarre. Parce que, en soi, si on avait voulu suivre la logique de montage des scènes précédentes, ça aurait donné ça. Chute, main accrochée à la barre, Batman attrape le Joker, puis directement, il chute. Mais ici, le regard de Batman est soutenu. Le début de la scène est similaire aux apparitions précédentes, mais une fois passé le premier regard, l'enchaînement des plans ramène une nouvelle fois dessus, 2 fois supplémentaire, et de manière beaucoup plus insistante. Il y a un réel focus sur les yeux de Batman. Et ce regard, ce doux regard, je peux t'assurer que c'est celui d'un profond sociopathe, qui se demande « Et si je le lâchais ?» Au pire, il se passe quoi? Ça réglerait tous mes problèmes, non? Mais ça, tu aurais pu le remarquer toi-même si tu avais appris des règles théoriques et basiques concernant le montage vidéo. Ouais, alors, je t'emmerde déjà, et puis après, si tu le dis, pourquoi pas? Moi je vois surtout une tentative de sauvetage ratée, un mec qui tombe dans du chewing-gum liquide, Du chewing-gum? Oui, du chewing-gum. une fuite absolument trop kitsch de notre chère chauve-souris et des flics complètement débiles. Tinko, il est où? Ah bah il est parti le monsieur. Vicky se rend au manoir Wayne pour dîner avec Bruce. Vous me passez le sel? Bien sûr. Merci. Tu voulais dire quelque chose? Qui dîne en tête à tête sur une table de 20 mètres de long sans déconner? Et puis moi, le sel, c'est comme ça que je l'aurais passé. Et alors que ces deux-là vont finir la soirée bien mieux qu'elle n'a commencé, Grissom, lui, va passer sa dernière sur cette terre. C'est toi, mon petit sucre? Oui, qui êtes-vous? C'est moi. Ton petit sucre. C'est la punchline la plus prévisible et la plus kitsch du monde. Je ne peux que te donner raison sur ce coup-là. Et la suite du dialogue est totalement dans le même registre d'ailleurs, jusqu'à l'apothéose. Tu peux m'appeler Joker. Le vilain vient de buter son ancien patron sur fond de musique de cirque. Ceci dit, ça clôture bien toute cette scène. Je ne trouve pas que ça dénote tant que ça du reste en réalité. Ah, d'accord, monsieur est donc là pour jouer la neutralité. Et cette main-là qui ne fait que bouger alors que le type est censé être mort, tu en dis quoi?
Oh, ça va. Sûrement les nerfs qui sont encore actifs. Après tout, il est mort il y a à peine quelques secondes sur cette image. Hein. Continuons. Il est donc 3h12 du matin, Vicky se réveille et voit ça. Rouge? Oui? Napier, devenu le Joker donc, prend la tête de la pègre et des gangsters de la ville et fait savoir qu'il ne rigole pas en grillant l'un des leurs sur place avant d'envoyer un de ses hommes pour filer Knox. Et Bob, n'oublie pas, toi, tu es mon super bras droit. Oh mon dieu, attention, un mime absolument éclaté au sol. C'est vrai que ce mime Wish nous apporte une scène absolument lunaire. On y trouvera meurtre au lancer de plumes, absence de réaction de la police et fusillade dans une foule où seul Wayne restera debout, fasciné par ce nouvel ennemi. Nouvel ennemi qui ne sera d'ailleurs pas content du tout lorsque les journalistes ne parlent pas de lui au journal télévisé. Batman. Oui, c'est une autre façon d'éteindre la télé. Le Joker découvre ensuite le portrait de Vicky Vale. Sainte Vierge Macumba. Sainte Vierge Macumba? Sainte Vierge Macumba. Sainte Vierge Macumba. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Vient alors le plan machiavélique du Joker qui empoisonne des produits cosmétiques avec un procédé chimique, ce qui a pour effet de faire mourir de rire ses victimes et déclencher une paranoïa chez les habitants de Gotham qui n'osent plus acheter des produits de beauté ou d'hygiène. Alors que la panique se diffuse, il simulera une invitation par Bruce Wayne à Vicky afin de la rencontrer au musée après avoir gazé tout le reste de l'assistance. Et la scène, en bref, ça donne ça. Chers amis, que nos esprits s'épanouissent. Non, c'est votre porte-photo. De la merde, de la merde. J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante. Je vais te faire sentir ma petite fleur. Le film date de 1989 et les choix de cette scène ne sont pas anodins. Fin des années 80, début des années 90 aux États-Unis, l'art moderne et contemporain commence à prendre de l'ampleur. Et il y a la montée d'un mouvement qu'on croise encore tous les jours, même aujourd'hui, à savoir le street art. Un des artistes le plus connus à cette période, c'est Jean-Michel Basquiat. Il a eu une influence considérable sur le monde de l'art, et aussi, indirectement, sur des tas d'autres artistes comme Andy Warhol. Basquiat, en gros, c'était vraiment le mec de la rue. Il graffait avec ses potes en soum-soum, en prenant un pseudo un peu troll, et il fait ça parce qu'à l'époque, il a pas la meilleure des vies. Il subit la pauvreté, il galère à s'intégrer dans un milieu ultra élitiste qu'est l'art, et surtout, il est noir à New York en 1990, et je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et tout ce contexte, c'est ce qui va faire qu'il va tenter d'exprimer à travers son travail une triple critique. Contre le système, contre la religion, mais aussi contre la politique de son époque. Et pour le coup, il le fait vraiment d'une manière que j'adore. À savoir, en trollant comme un gros génie. En fait, faut savoir qu'il signait tous ses graphes d'un pseudo SAMO. Et SAMO, c'est un acronyme qui veut dire Same Old Shit. Tout ça, évidemment, c'est un petit peu l'image typique dans l'imaginaire commun des gens de 1990, de l'artiste avec un grand A. Tu vois, genre le mec qui est dans la rue à capuche et qui graffe en basket et qui court dès qu'il y a des keufs. Bref, le mec est prêt à se battre contre le système qui l'a servi, armé d'une bombe de peinture et d'une paire d'Air Force One. Voilà, ça c'est vraiment l'image cliché fabulée du mec de la street. Et là on va passer en mode branlette intellectuelle, hein. Mais je pense sincèrement que c'est pour cette raison que le Joker badigeonne les tableaux de grands artistes sur fond de boombox diffusant du Grand Master Flash. Je pense que c'est pour montrer qu'il est en marge d'un système corrompu, du système corrompu de Gotham. Il représente un peu le mec bizarre, qui fonctionne pas comme tout le monde, et surtout pas comme ces gens qui sont en train de dîner, bien apprêtés, bien sapés, vêtus de belles robes, de beaux smokings, symbolisant ainsi les 1% pétés de thunes de la ville. Alors que notre Joker, lui, si tu regardes, il est sapé n'importe comment, il est sapé de toutes les couleurs, une multitude de couleurs qui prouvent qu'il ne subit pas le regard des autres, et qui prouvent qu'il est libre de faire ce qui lui plaît. Il danse, il chantonne, et il s'éclate. Bref, il vit. Il vit là où les autres sont inertes. Il vit là où les autres sont gris, ternes, habillés de couleurs simples, froides et moroses. Et le tout assis dans un bâtiment, à l'architecture froide, au mobilier moderne noir, terrorisé mais à la fois choqué par le spectacle totalement inhabituel qui se déroule devant eux. Le Joker, lui, il offre une performance
en détruisant de manière grotesque, voire cartoonesque, ce qui symbolise l'élitisme de l'art. Parfois même en faisant lui-même référence à des artistes, qui s'inscrivent dans un mouvement considéré comme controversé à l'époque, comme notamment ici, où il reprend les techniques de création de Jackson Pollock, et il utilise le pouring, qui est une technique inventée par Pollock et qui consiste à déverser le pot de peinture en entier lors d'une performance artistique enregistrée en vidéo. Et cette action, elle a pour but en fait de mettre en valeur le processus créatif à l'instar de l'œuvre, qui n'est ici qu'un témoignage du mouvement généré par le peintre. Au final, ces traces de peinture que tu vois, elles représentent l'empreinte d'un mouvement figé dans le temps, de la même manière qu'on trouverait des empreintes de dinos par terre par exemple. Et le dernier détail qui me pousse à croire en ce raisonnement, c'est cette scène. Non. Celui-là me plaît. Bob. Laisse-le. Là, ce qu'on vient de voir, c'est des grands artistes, et des grands peintres. Hein. Tous les tableaux que t'as vus, c'est des grands peintres qui sont reconnus déjà officiellement dans le monde de l'art. On a vu du Degas, du Renoir, du Vermeer, et même un autoportrait de Rembrandt, et ils se font tous déglinguer. Mais bizarrement, il y a cette peinture qui trouve grâce aux yeux du Joker, et qui du coup se voit épargnée. Pourquoi ? Mais qui est cet élu ? Eh bien, sachez qu'il s'agit de Figure with Meat de 1954, par Francis Bacon, et cette œuvre représente en fait une parodie très noire, très très sombre, l'humour noir on l'aime, hein. Une parodie noire du pape Innocent X par Velázquez, un autre grand peintre. Et pour moi, ça veut dire qu'il l'a épargné pour 3 raisons possibles. Soit il l'a épargné parce que symboliquement, il estimait que la dualité des œuvres sombres, claires, représente sa propre dualité avec Batman. Soit c'est parce que l'atmosphère sombre, inquiétante, voire très dérangeante, hein, fait écho à un imaginaire qui plaît au Joker, créant ainsi un sentiment de familiarité, quelque chose qui le rassure ou quelque chose qui lui plaît, concrètement. Ou alors, c'est la seule œuvre qui mérite l'attention du Joker, parce que c'est le seul artiste qui a compris comment parodier un symbole fort de la société. Bref, pour moi, c'est sa manière à lui de montrer comment est-ce qu'il chie sur la hiérarchie. Eh bien, t'envoies des trucs, hein, dis donc. Moi, ce que j'ai vu dans cette scène, c'est Nappa avec une boombox, le Joker qui dit De la merde. De la merde, de la merde. et aussi J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante. une tentative de brûlure à l'acide sur Vicky et une parodie du magicien d'Oz. À moi Je fonds Je fonds Au secours, je fonds Ah ouais, non mais en fait, tu m'as fait venir, mais t'en as rien à cirer de ce que je peux dire pour étoffer ta... Et c'est alors que Batman fait irruption dans le musée. D'ailleurs, on voit qu'il y a une erreur. On voit qu'il est retenu par un câble sur ce plan. Non, c'est un Bat-câble. Batman sauve Vicky et il fuit en prenant la plus badass des Batmobiles existantes. Franchement, regardez-moi ce design, cette classe. Rien à voir avec cette espèce de gros tank de la trilogie de Nolan. S'ensuit une course-poursuite avec des méchants qui tirent n'importe où en l'air avant de finir dans les choux. Puis la route est bloquée, alors Batman et Vicky fuient à pied, il la met en sécurité sur un toit, quand soudain... Bagarre! Oui, bagarre, mais bagarre dans les années 80. Du coup, les méchants prennent un seul coup pour être KO, on a une entrée de champ en trampoline et un asiatique qui hurle en remuant 2 sabres qui font fiou fiou. Ah ouais, j'avoue que même malgré l'amour que je porte au film de cette période, il y a des choses qui me manquent pas. Ensuite, notre bon vieux héros ramène Vicky en lieu sûr dans la célèbre Batcave et lui fournit un dossier qui révèle tous les produits contaminés par le Joker. Vous auriez pu faire parvenir ça aux médias vous-même. Vous avez raison. Mais il y a autre chose que vous avez et que je veux. Quoi ? Donc là, nous pouvons voir la victime allongée sur son lit, les pieds sales, les bras ballants, la robe légèrement relevée au niveau de ses jambes. Et nous savons également que les dernières paroles qu'elle a entendues de son agresseur étaient, je cite, « Il y a autre chose que vous avez et que je veux ». Nous appellerons donc désormais cette ellipse l'ellipse du viol. Wow, oh, 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 tu fais quoi? Ah, c'est pourtant évident, on a toutes les preuves là, hein. Faut pas déconner. Hein. Il disait quoi déjà ton proverbe tout à l'heure? La vie... N'est qu'une question de POV? Oui, bah ça veut dire point de vue, mais quand même. Voilà, c'est ça. On remet play. Il m'a pris le rouleau de photos. Et voilà, monsieur le juge, j'en ai terminé. Bah, ça prouve pas qu'il l'ait pas violé après non plus, hein. Oh, mais arrête ça. C'est pas un délinquant sexuel, le bonhomme. Et je te rappelle qu'il a déjà couché avec cette fille un peu plus tôt dans le film. Donc c'est absolument insensé. Je ne veux plus rien entendre à ce sujet. Vicky diffuse l'info transmise par Batman pour éviter à la population de s'empoisonner et le Joker, voyant ceci au journal télévisé, est quelque peu contrarié. Putain, ce mec explose sa télé tellement souvent que ça doit être le meilleur client de chez Darty, quoi. Bruce se rend chez Vicky et tente de lui avouer quelque chose. Et tu sais, il peut parfois arriver qu'une personne ait plusieurs facettes. Il se peut même
que cette personne soit amenée à avoir une double vie. Tu sais, ma vie est vraiment très... complexe. Vicky, ce que j'essaie de te dire... Et attends, Burton aurait fait ça. Quoi? Ce que je veux te dire, c'est... Tu vois... Oh mais si Burton a fait ça, mais quelle audace. Mais de quoi tu parles? Après un Harvey Dent noir, un Bruce Wayne gay. C'est vraiment du génie. Pas le temps de faire son coming out, car le Joker débarque et lui tire dessus. Bruce est laissé pour mort, mais il n'y a tellement aucune goutte de sang depuis le début de ce film qu'il est inutile de vérifier s'il est bien mort après tout. Le Joker se retire et là, surprise... Bruce a foutu le camp. Quel twist. Puis Knox apprend à Vicky ce qui est arrivé à Bruce lorsqu'il était enfant. L'assassinat de ses parents devant lui. Dans une scène où il ne fera aucune blague graveleuse. Franchement déçu. On ne peut vraiment plus compter sur personne à Gotham. En tout cas, on peut compter sur le Joker pour briser le 4e mur lors du piratage d'un discours du maire sur des télévisions locales, prononcé devant l'hôtel de ville, alors qu'il est lui-même dans un autre lieu, en intérieur. Donc pas de dialogue possible, et pourtant... Nous ne sommes pas disposés à faire des compromis. C'est noté, messieurs, dames, 20 millions. Il est quand même fort, ce con. Il a même le pouvoir de gérer les transitions. Tout comme moi, t'as vu? Le Joker lance donc un défi à Batman afin qu'ils en finissent une bonne fois pour toutes. Mais avant ça, petite scène flashback couverte par notre cher Anthony, ici présent. Bah en soi, pas grand chose de spécial à dire, à part que c'est encore une fois la mise en scène de la mort des parents de Batman, et dans le genre plus convenu, tu meurs. Contre-plongée théâtrale, des plans rapprochés sur des chaussures, une réalisation emprunt au film d'horreur, tu sais, le truc convenu pour créer de l'angoisse. Et évidemment, l'incontournable slow motion sur le collier, de perles qui s'éparpillent dans tous les sens. C'est tellement cliché que je ressens même pas de la compassion pour Martha ou Thomas Wayne. C'est la dernière fois que je te laisse carte blanche pour parler d'une scène. Voilà, il se rend compte que le Joker, alias Jack Napier, est en réalité l'assassin de ses parents, et Vicky découvre son secret dans la foulée. Pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Pourquoi? T'es déjà dedans. Alfred vient de te faire rentrer. Je veux juste savoir. On va essayer de s'aimer tous les deux. Je voudrais bien. Mais il est là quelque part. C'est sûr, il est gay. C'est sûr. Ah bah voilà, il s'assume enfin. Il fait son coming out, c'est ça? Son bat coming out. Comment sérieusement me gonfler celui-là. Tiens, regarde-le dans la scène suivante, ton héros là, qui ne tue pas les gens. Je fais appel à mon avocat. Batman ne tue pas Sophie 6. Batman ne tue pas Sophie 6. Batman ne tue pas Sophie 6. Ah, il est beau, le justicier de Gotham. Oui, mais il sauve la population en empêchant le Joker de répandre un gaz toxique dans les rues de la ville. Mes ballons. C'est mes ballons. En volant des ballons. Il m'a volé mes ballons! En volant ses ballons au petit Joker 8 ans et demi et colérique apparemment. Bob, flingue. Tellement colérique qu'il peut buter son bras droit sans le moindre remords, et ce gars-là ne s'en soucie pas le moins du monde alors qu'il peut très bien être le prochain. Le Joker shoot ensuite le véhicule de Batou avec un flingue démesuré. Il menace Vicky et l'emmène en haut de la cathédrale de Gotham, poursuivi par la chauve-souris. Là, méchant stupide, nappe à fin de tournage à travers le plancher, prise non létale de Batman, dialogue dramatique entre les deux amants. Ça n'a pas été facile de m'en remettre. Ne pense pas que je n'ai pas essayé. Je le sais, je t'ai fait, mais toi tu m'as fait le premier. Les preuves sont là. C'est indéniable, il y a une romance cachée entre ces deux-là. Romance qui se finit mal lorsque les trois personnages se retrouvent suspendus dans le vide. Hé, Batmou! Batmou? Batmou?
Ah ouais, non mais je comprends aussi pourquoi leur relation se finit mal. Tellement mal que le Joker va finir par lâcher prise de manière définitive. Mais enfin, ne vous en faites pas, c'est encore un mort qui n'est pas mort de toute façon. Il cligne des yeux. À moins que ça ne soit les nerfs, car après tout, sur cette image, il n'est mort que depuis quelques secondes, n'est-ce pas? Mais oui, c'est évident, voyons. Batman est enfin acclamé comme un héros et fournit même à la police le fameux Bat-Signal, ainsi que le jamais mentionné Bat-Drap Noir sur lequel est projetée la lumière. Et ben voilà, j'espère que ça n'aura pas déçu mon fameux corbeau, j'ai parlé du film qu'il voulait. Et vous, ça vous a plu? Ouais, bah les couilles sur moi. Ouais, non mais j'ai bien aimé certains points, mais... Ah, ça m'aurait étonné que tu ne trouves rien à redire, tiens. Mais c'est pas Batman. Il suit pas son code moral habituel, il est aussi rigide qu'un meuble Ikea. La corruption et la noirceur de Gotham sont bien réalisées. Cependant, je trouve l'équipe du Joker bien trop clownesque. Et beaucoup trop théâtrale pour que ce soit pris au sérieux. Non, sincèrement, moi ça me fait totalement sortir du truc en fait. Et surtout, j'ai été déçu de voir que Jack Nicholson faisait un bien meilleur Joker dans Shining, contrairement à ce film. Alors après, je pense sincèrement que c'est super cool que ce film existe. Bah parce que déjà, premièrement, il a contribué à influencer tous les futurs Batman, tous ceux que j'adore, comme notamment le dessin animé de Batman 92, que je trouve personnellement largement au-dessus, ne serait-ce qu'en termes de dialogue. Après, paradoxalement, j'adore Tim Burton, mais j'ai l'impression que sa patte ne ressort pas tant que ça dans ce film. Je pense que j'aurais aimé une direction artistique un peu plus impressionnante, quitte à partir sur la thématique de la folie d'une ville corrompue, mais plus franchement, un peu à l'Alice au Pays des Merveilles. Pour moi, la volonté d'adaptation est pavée de bonnes intentions, mais la réalisation est trop arriérée et beaucoup trop conservatrice. Cette forme d'hypocrisie hésitante à mi-chemin entre le « je veux proposer quelque chose de nouveau », mais en même temps j'ai la flemme de sortir des codes, ça donne l'impression qu'il ne se donne pas les moyens, alors qu'il veut clairement tenter de toucher un public plus large, en faisant découvrir Batman à ceux qui ne lisent pas les comics par exemple. Pour être honnête, ça a un peu le don de m'énerver. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Moi, j'aurais voulu voir le Tim Burton artiste, qu'il exprime son talent créatif, qu'il tente des expérimentations, qu'il ose réellement. J'aurais voulu qu'il crée pour le spectateur qui est dans la salle, et non pour les producteurs. Qu'il parvienne à oublier qu'il n'est qu'un soldat à la solde de l'industrie du cinéma. Parce qu'en faisant ça, bah, il joue un peu le jeu de la flemme. Bon, je vais essayer de passer outre les insultes faites à l'encontre du film, mais pour te répondre brièvement, le délire Alice au Pays des Merveilles, Burton l'a fait plus tard, et j'ai pas trouvé ça inoubliable. Et si tu dis qu'il n'a pas osé, qu'il a eu la flemme, et que tu aurais préféré voir le Burton artiste, je te demande juste si tu as vu ça. Dans ce film, tu auras tout ce que tu attendais de Burton dans le premier Batman. Le scénario, les costumes, les musiques, l'ambiance, les personnages, l'atmosphère, et tout ça pas besoin d'aller plus loin que la scène d'introduction pour s'en rendre compte. Crois-moi, Batman Returns est un meilleur Batman de Burton qui assume à fond son délire, que Heath Ledger est un meilleur Nicholson dans Joker, ou que Shining est un meilleur Lewis Carroll de Gotham qu'un Stephen King de Suicide Squad. Mais t'as absolument rien capté. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.